Et salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, deuxième épisode sur le décalage horaire. Si t'es pas allé écouter le premier épisode, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Je t'ai un peu parlé de la théorie du décalage horaire, pourquoi c'est important, notamment dans les compétitions qu'on peut faire à l'étranger en tant qu'athlète, etc. Donc je t'invite vraiment à aller l'écouter puisque je parle aussi des prérequis pour cet épisode-là, de toutes les astuces que je vais parler dans cet épisode. Eh bien, ça demande certaines actions, de préférence à faire avant le voyage, mais aussi durant la journée de transport, donc durant l'avion, le train et j'en passe. Donc vraiment, n'hésite pas à aller écouter le premier épisode. Mais dans cet épisode-là, on va vraiment parler de qu'est-ce qu'il faut faire quand on est à destination. Donc là, ça y est, ta journée de voyage est faite. T'es arrivé à destination, mais du coup, forcément, il y a le décalage horaire qui est présent, plus ou moins fort selon où est-ce que tu es. Mais voilà, en tout cas, c'est là maintenant qu'on va parler et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation pour éviter d'avoir trop d'impact justement sur ce changement d'environnement et notamment ce changement d'horaire. Juste pour rappel, au niveau du décalage horaire, alors je t'invite quand même à aller écouter le premier épisode pour plus d'infos, mais si tu vas vers l'Est, donc c'est-à-dire si tu vas plutôt vers l'Asie, eh bien, le décalage horaire, environ ton corps met une journée par heure de décalage horaire à s'habituer. Donc, si tu as 5 heures de décalage, ça met 5 jours environ à t'habituer pour ton cycle circadien en temps normal. Et par contre, si tu vas vers l'ouest, donc plutôt vers les États-Unis, eh bien, là, c'est plutôt une demi-journée par heure de décalage. Donc, c'est 2 fois plus rapide, généralement, pour la plupart des personnes. Ça dépend du chronotype, etc. aussi. Mais c'est quand même une information qui est importante à prendre en compte parce que ça veut dire que tu peux espérer encore plus d'efficacité dans tout ce qu'on va parler dans cet épisode si tu vas vers les pays de l'Est parce que souvent le décalage horaire, on va dire ton corps a davantage de difficultés à s'y habituer et du coup, là, l'idée c'est de diminuer un peu cette durée où que ton corps nécessite pour s'habituer en mettant en place différentes choses en pratique. Donc déjà, la première chose que je voulais parler, c'est au niveau, alors ça n'a pas vraiment de lien avec le décalage horaire, mais c'est quand même un point qui est super important parce que là, on parle de performance sportive. Si on parle et on s'intéresse au décalage horaire, c'est aussi pour justement éviter qu'il y ait une trop grosse chute de performance sportive. Et le premier point à dire, c'est au niveau des maladies. Il faut savoir que quand tu changes de pays, avec la journée de transport, les décalages, etc. Et c'est pour ça que ce que je t'ai dit dans l'épisode numéro 1 peut aussi avoir un impact positif sur ce que je vais te dire là. Eh bien, ton système immunitaire est diminué. Parce que peut-être que tu es déshydraté, peut-être que tu as mal dormi, etc. Et bref, ça impacte ton système immunitaire sur le moment. Et en fait, vu que tu es dans un nouvel environnement, eh bien parfois, il peut y avoir des nouvelles bactéries, des nouveaux pathogènes et ça peut du coup facilement t'amener à être malade. Et notamment, il faut savoir qu'environ plus de 50% des athlètes, quand ils voyagent à l'étranger pour une compétition, ils tombent malades. Alors, je parle pas forcément d'une énorme grippe et tout, mais ils ont forcément un truc. Et dans 2 tiers des cas, c'est soit quelque chose qui est lié avec la respiration, donc soit une infection un peu plus respiratoire, ou soit des problèmes de digestion, donc tout ce qui est notamment diarrhée du voyage, c'est extrêmement répandu malheureusement, c'est assez courant. Et en fait, ça, c'est principalement lié à différentes choses. Alors, il y a à la fois des choses un peu du bon sens, mais qui n'est pas forcément mis en pratique. C'est la bonne hygiène de soi-même, donc tout ce qui est lavage de mains, etc. Ça, déjà, c'est, on va dire, le principal facteur sur lequel tu peux jouer et qui peut grandement diminuer tes chances. Mais il y a aussi d'autres choses, par exemple, de l'eau qui est polluée. Dans certains pays où tu peux aller, l'eau peut être polluée, donc il faut faire attention. Que ce soit ne pas boire de l'eau où tu n'es pas sûr qu'elle soit potable, il faut mieux plutôt aller acheter une eau en bouteille pour le coup que de boire une eau où tu te dis « Ah, elle est peut-être pas potable, mais vas-y, c'est pas grave. » Parce que si tu as une compétition le lendemain, tu prends un grand risque. Et également, autre chose très importante, c'est au niveau des glaçons. Si tu bois des boissons avec des glaçons, fais en sorte que tu ne mettes pas en fait de l'eau, que tes glaçons ne soient pas composés d'eau qui n'est pas potable et qui est polluée. Parce que ça peut du coup polluer ton verre et te rendre malade. Donc ça, c'est un peu du bon sens, mais je dirais que c'est quand même important de le garder en tête. Il faut faire attention, je vais en reparler un peu après, mais il faut surtout faire attention aussi à où est-ce que tu vas manger. Si tu y vas pour une compétition, pour quelque chose d'important, je sais que c'est cool quand tu voyages d'aller un peu manger des choses locales, un peu, tu sais, les petits restaurants de rue, etc. C'est vraiment cool. Le problème, c'est que vu que tu n'as aucune information sur l'hygiène qu'il y a, c'est quand même prendre un risque. Et moi, je t'invite plutôt à choisir, si tu y vas pour la compétition, mais par exemple, après ta compétition, tu y restes 2 jours, je t'invite plutôt à tester ce genre de choses après ta compétition. Comme ça, même si tu tombes malade, j'ai envie de te dire, tu as pris le risque, mais au moins, tu n'as pas de conséquences sur ta compétition, parce qu'elle sera déjà passée. Donc ça, c'est quand même important. Il faut surtout faire attention, donc tout ce que je t'ai dit, les restaurants de rue, mais aussi tout ce qui est buffet, donc les restaurants un peu type buffet. Forcément, vu que tout le monde un peu se sert n'importe où, il y a plus de risques de contamination. Donc faire attention à où est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois,
et tout simplement à ton hygiène globale, que ce soit l'hygiène d'où est-ce que tu vas, mais surtout aussi toi, ta propre hygiène. Donc ça, c'est un peu de la logique, j'ai envie de dire, mais c'est quand même important parce que, comme je te l'ai dit, plus de 50% des athlètes qui voyagent pour des compétitions tombent malades. Ça peut être une diarrhée juste d'une journée, mais ça reste quand même problématique puisque ça va te déshydrater, ça va impacter tes performances, tu vas louper une journée d'entraînement. Après, il faut un peu que tu te remettes en énergie après la diarrhée et du coup, oui, ça peut impacter pas mal de choses au final, donc à ne pas du tout négliger. Ensuite, la deuxième chose que je voulais parler du coup, c'est quelle méthode faire pour justement diminuer la fatigue que tu as accumulée avec le voyage, avec le décalage horaire, etc. Parce qu'il y a le décalage horaire, donc ce qu'on appelle le jet lag, le fait que ton cycle circadien soit vraiment perturbé. Et il y a aussi la fatigue juste que tu as accumulée avec ta journée de transport. Parce que même si par exemple, tu fais un voyage où tu n'as pas du tout de décalage horaire. Moi, par exemple, là, je suis en Suède actuellement. Quand je rentre en France, il n'y a pas de décalage horaire entre la Suède et la France. Mais vu que c'est une journée où je fais 15 heures de transport, en fait, je suis explosé. Et souvent, la journée d'après, je suis un peu fatigué aussi. Bon, souvent, j'ai tendance à travailler dans les transports, donc ça me fait quand même passer le temps assez vite. Mais ça n'empêche pas que c'est assez fatigant mentalement. Et du coup, même s'il n'y a pas de décalage horaire, de jet lag en tant que tel, il y a aussi la fatigue du voyage. Et ça, c'est aussi à prendre en compte dans ton cas, qui est d'autant plus accentuée cette fatigue-là si tu as une très longue journée de voyage, tu as des escales, un peu par-ci par-là. Bref, si tu as juste un seul vol, ça va. Mais si tu dois prendre un train après un vol, après un train, tu as une escale après un train et après tu arrives, c'est pas la même fatigue que tu auras accumulée entre les deux, même si dans la théorie, tu fais le même voyage. Donc au niveau de la fatigue, déjà là, j'ai envie de te dire le pilier c'est le sommeil, la nutrition et l'hydratation. Ces trois choses-là, c'est vraiment ce qui va t'aider principalement pour la récupération. Mais vu qu'on parle aussi de décalage horaire, il y a des choses à prendre en compte et il existe plusieurs manières, on va dire, d'essayer de jouer sur ça pour que tu puisses t'adapter le plus rapidement possible à la destination et notamment à l'heure de cette nouvelle destination. Ok, donc déjà on va commencer par les bases. La première chose qu'il faut absolument faire, c'est d'avoir une hygiène de sommeil. Alors l'hygiène de sommeil, c'est un peu les conseils graves clichés qu'on retrouve en mode pas d'écran avant de dormir, se relaxer avant de dormir, pas être trop stimulé, pas s'entraîner juste avant de dormir. C'est un peu des choses qu'on entend souvent, mais quand on voyage, ça n'empêche pas que ça s'applique aussi. Même s'il y a le décalage horaire, c'est quand même quelque chose à garder en tête et à continuer d'appliquer, même si on doit s'habituer à cette nouvelle heure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui est donc ce qu'on appelle la chronothérapie. Alors là, ce que je t'explique dans les différentes stratégies, il y a des études sur ça, je te les mettrai dans la description de l'épisode, mais il faut savoir que la notion de jet lag, de décalage horaire, comment gérer tout ça, en fait, c'est extrêmement nouveau pour la science. Donc, il n'y a pas énormément d'études. Et c'est surtout que les protocoles, les méthodes faites dans les études ne sont jamais trop les mêmes. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir des grosses conclusions par rapport à ça. Mais là, je te liste un petit peu tout. Et même par rapport à juste toi, ton expérience passée et autres, tu peux peut-être avoir une idée de qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour toi. Donc là, il y a la chronothérapie. La chronothérapie, en fait, pour que tu visualises ce que c'est, en fait, c'est de décaler progressivement ton heure de coucher. C'est-à-dire que si, j'en sais rien moi, d'habitude tu te couches à 23 heures et que là tu vas dans un pays, mais sauf que maintenant au lieu qu'il soit 23 heures en France, bah là il est que 18 heures dans ce pays-là. En fait, vu que tu vas être fatigué à 18 heures dans le pays parce que pour ton corps il est encore 23 heures parce que c'est l'heure française, en fait l'idée c'est que tu l'habitues progressivement à dormir plus tard. C'est-à-dire que même si tu es très fatigué, bah le premier jour tu vas pas te forcer à rester éveillé encore 5 heures. Mais par contre, tu vas essayer de décaler de 2 heures. Donc, par exemple, tu vas te coucher seulement à 20 heures à l'heure de destination, ce qui signifie que tu vas te coucher à 1 heure du matin en heure française. Ce qui, certes, est pour toi peut-être beaucoup, peut-être que tu vas être très fatigué, mais c'est pas non plus quelque chose qui est insurmontable. Et ensuite, le lendemain, tu vas encore décaler de 2-3 heures et du coup, tu vas arriver cette fois-ci à l'heure locale. Donc, en fait, c'est un peu décaler progressivement l'heure de coucher et c'est ce qu'on appelle la chronothérapie. Alors, au niveau de l'efficacité, ça dépend déjà de la destination où tu es, ça dépend si c'est de l'heure qui est en moins, si c'est de l'heure qui est en plus. Est-ce que tu voyages vers l'est, est-ce que tu voyages vers l'ouest? Forcément, ça n'aura pas la même implication, mais ça peut être une méthode à envisager. Ensuite, il y a une autre méthode en lien avec le sommeil, c'est la mélatonine. Est-ce que prendre de la mélatonine en supplémentation, ça peut marcher? Alors, la mélatonine, il y a plusieurs études, il y a plusieurs dosages, etc. 2 à 8 mg, généralement, les études. Le truc, c'est que on ne sait pas encore avec sûreté si ça a vraiment un effet très efficace sur le cycle circadien pour qu'il puisse se réadapter et surtout s'adapter à la nouvelle heure. Mais en tout cas, c'est l'une des méthodes quand même qui est la plus prometteuse. Et évidemment, il faut utiliser de manière assez subtile cette mélatonine pour qu'elle ait le plus d'effet possible. Plus précisément, eh bien, la mélatonine, elle semblerait être intéressante
selon le timing que tu l'utilises. C'est-à-dire que si tu utilises la mélatonine n'importe comment, elle n'aura pas d'effet. Mais par contre, si tu l'utilises à une certaine heure, selon la destination où tu es, là, ça aura beaucoup d'effets. Plus précisément, la mélatonine, si tu veux ce qu'on appelle avancer ton cycle, c'est-à-dire que tu veux t'endormir à un moment en fait où tu n'es pas encore fatigué parce que pour toi, tu seras fatigué plus tard, et bien là, il faut prendre la mélatonine plutôt l'après-midi ou le soir. Comme ça, tu vas, en fait, même si de base, ton corps ne crée pas encore de mélatonine parce qu'il est trop tôt pour lui, le fait d'en prendre de manière exogène, donc avec des supplémentations, ça va un peu permettre à ton corps de plus rapidement produire de la mélatonine parce que tu en auras notamment consommé. Et du coup, là, ça va te permettre d'être fatigué plus rapidement. Et du coup, ça, forcément, c'est intéressant selon la destination en fait où tu es tout simplement. Et plus précisément dans ce cas-ci, quand tu es dans des pays de l'Est, parce que au moment où en fait eux ils vont se coucher, tu vas pas être encore fatigué, parce que pour toi, par exemple, il sera que 18h alors que là-bas il sera déjà à minuit. Et ben en fait là, vu que tu veux quand même te coucher à la même heure qu'il est là-bas, enfin tu veux t'habituer au nouveau rythme, là il va falloir que tu prennes ta mélatonine plutôt l'après-midi ou le soir. Et par contre, si tu es aux États-Unis, donc c'est-à-dire que là vraiment tu es fatigué beaucoup trop tôt par rapport au moment où tu devrais être fatigué là-bas, là il faut plutôt prendre ta mélatonine le matin, parce que si tu prends ta mélatonine le matin, en fait ton corps va penser, entre guillemets, il est encore la nuit le matin, et du coup il va essayer de s'adapter à ça, et ça veut dire que ta production de mélatonine se fera beaucoup plus tard que ce qu'elle se fait d'habitude. Et vu que ton corps fonctionne un peu comme un cycle, c'est-à-dire toutes les 24 heures, eh bien, il y a ton pic de mélatonine, etc. Eh bien, ça va faire que ta mélatonine, le jour d'après, va être produite plus tard que prévu, plus tard que ce qu'elle était le jour d'avant. Et du coup, là, ça va plus coïncider par rapport à l'heure, notamment aux États-Unis et autres. Donc voilà, donc vraiment la mélatonine, c'est super important de surtout bien la prendre au bon moment par rapport à la destination où tu es pour que ce soit très efficace. Mais il faut savoir que c'est quand même l'une des méthodes les plus étudiées et qui semble être la plus efficace concernant l'adaptation rapide au décalage horaire. Ok, ensuite il y a la caféine où tu peux jouer dessus selon où est-ce que tu es. C'est-à-dire que le fait de prendre pas mal de caféine peu de temps avant le moment où de base tu produis ta mélatonine, ça peut un peu décaler la production justement de mélatonine. Plus précisément, il y a une étude qui a environ déterminé que 200 mg de caféine pris 3 heures avant l'heure de coucher peut créer un délai de 40 minutes dans la production de mélatonine. Donc, par exemple, au lieu de la produire à 23 heures, tu vas la produire à 23h40. Et du coup, là, ça peut être intéressant dans le cas où tu veux t'endormir plus tard, dans le cas où, par exemple, tu es aux États-Unis ou dans les pays de l'Ouest par rapport à nous, où du coup, là, tu as des heures en moins par rapport à l'heure française et du coup, tu dois aller te coucher plus tard que ce que tu as l'habitude d'aller te coucher. Donc, la caféine peut aussi être intéressante. Moi, je conseille quand même d'être assez modéré sur la caféine parce que ça peut venir perturber aussi la qualité de ton sommeil et du coup, ça peut impacter ta récupération si tu en prends beaucoup trop. Donc, c'est une histoire de dosage, j'ai envie de dire, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui peut être utile. Mais je dirais qu'il faut mieux, par exemple, te baser sur de la mélatonine et dans tous les cas, il faut pas juste mettre en place la technique de la caféine sans mettre en place la technique de la mélatonine. Pour moi, la mélatonine, c'est un peu le socle. Et si tu as envie de tester la caféine en plus, tu peux. Mais voilà, ça reste une option possible. Ensuite, là, c'est plus encore de la théorie. Il n'y a pas encore de sources fiables. Enfin, il n'y a pas encore d'études expérimentales où on sait que ça marche à 100%. Mais en tout cas, manger beaucoup de protéines et notamment de tryptophane le repas du soir pourrait aider parce que si on a une alimentation riche en tryptophane le soir, eh bien, ça va faire que le ratio tryptophane vs certains types d'acides aminés au niveau du cerveau, eh bien, ça peut davantage amener à la production de sérotonine par la suite de mélatonine. Parce que le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine qui est un précurseur de la mélatonine et donc de l'hormone de sommeil. Donc, en quelque sorte, moi, ce que je te conseille, c'est avant de dormir, de manger un repas qui est quand même assez riche en protéines. Souvent, ce qui est connu, c'est de boire du lait, etc. avant de dormir. Il semblerait que peut-être chez certaines personnes, ça ait un petit peu d'effet. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'efficacité de la mélatonine qui semblerait être beaucoup plus efficace. Mais en tout cas, ça peut être un petit plus si évidemment tu as la possibilité de le faire. Ensuite, on a ce qu'on appelle le chrono-exercise. Alors ça, j'en ai déjà parlé beaucoup dans le premier épisode, mais en fait, c'est de t'entraîner à une heure qui est cohérente par rapport à l'heure du pays où tu es maintenant. C'est-à-dire que si maintenant il est 15 heures, mais de base en France, il est 22 heures, et que tu as l'habitude à t'entraîner à 18 heures, je te déconseille d'aller t'entraîner à 18 heures dans le nouveau pays parce que ça veut dire qu'il sera plus de minuit en France et que ton corps sera totalement fatigué. Donc en fait, il faut vraiment que tu adaptes l'heure de tes entraînements si possible, et là c'est vraiment un gros si possible parce que parfois c'est pas possible, à l'heure en fait du pays où tu es pour que ça corresponde à l'heure française avec laquelle ton corps est encore habitué. Évidemment, l'idée c'est de progressivement diminuer cet écart parce que ton corps au fil des jours va aussi s'habituer à l'heure locale, donc tu peux pas garder, on va dire, cette méthode-là identique durant tout le voyage. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut aider durant la première, la deuxième journée au niveau de tes entraînements. Et ensuite, on arrive à la dernière méthode et celle-là, c'est la plus importante, c'est
la chronophotothérapie, et c'est tout simplement lié à la lumière, puisque dans, on va dire, tous les facteurs externes qui permettent d'adapter rapidement ton cycle circadien, c'est sûr et certain, la science le sait maintenant, c'est la lumière qui a le plus d'effet. Le fait, par exemple, d'avoir de la lumière tôt le matin, la lumière, alors là, je parle de lumière du soleil, pas lumière artificielle, parce que ça n'a pas les mêmes ondes, c'est pas les ondes, en fait, qui ont autant d'impact sur ton cerveau, sur tes yeux, etc., et qui vont donc influencer ton cycle circadien. Là, je parle vraiment de la lumière du soleil. Par exemple, la lumière du soleil du matin, si tu prends cette lumière-là dès le matin, très tôt dans la matinée, eh bien, ça va t'aider à ton rythme circadien à plutôt aller vers l'arrière, dans le sens où tu vas être plus rapidement fatigué en fin de journée. Par contre, si tu as tendance à avoir de la lumière comme ça tard dans la journée, eh bien ton cycle va plutôt se décaler, c'est-à-dire il va plutôt avoir envie de se coucher un peu plus tard. Je pense que tu as une idée de ce que je veux dire par rapport à l'hiver et l'été. Souvent, les personnes en été ont un peu moins de mal à tenir, on va dire, dans la soirée. Ça dépend des personnes, encore une fois, mais en tout cas, la chronophotothérapie est super importante et c'est pour ça, en fait, en pratique, que à ta nouvelle destination, il faut absolument que tu sois en contact aussi avec la lumière du soleil, s'il y en a, j'espère, pour que justement ton corps puisse s'adapter rapidement et comprenne, on va dire, la situation. Ok, il y a de la lumière à cette intensité-là, à ce moment-là de la journée, donc on devrait être vers cette heure-là. Et du coup, ton corps va progressivement se diriger vers cette nouvelle heure qui est l'heure de destination et qui n'est pas l'heure de France comme ton corps était encore habitué. Ok, maintenant on a parlé des principaux facteurs. Alors comme tu l'as vu, moi déjà si je devais conclure sur déjà ces stratégies-là, principalement c'est mélatonine et la lumière, c'est le plus important. Et je dirais ce qui est aussi important, c'est tes entraînements, de les adapter de manière logique par rapport à l'heure du pays de destination. Mais voilà, je dirais que si déjà tu mets ces trois choses en place, tu vas quand même beaucoup plus rapidement t'habituer à l'heure locale, enfin à l'heure locale du nouveau pays où tu es. Donc voilà, j'espère en tout cas que c'était suffisamment clair, mais je n'ai pas totalement fini. J'ai envie de dire quelques petits points aussi par rapport à juste l'alimentation des athlètes, etc. J'ai déjà un peu parlé au début de l'épisode, faire attention aux restaurants locaux par rapport au risque de maladies, de pathogènes, etc. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est-à-dire que les aliments ne seront pas les mêmes, la façon de manger ne sera pas la même, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il est absolument important, et j'aurais pu en parler dans l'épisode d'avant, mais il est absolument important de savoir dans quel pays tu vas. C'est-à-dire que quand tu vas dans le pays, l'idée c'est pas de tout découvrir d'un coup, mais l'idée c'est de savoir un peu où est-ce que tu peux aller manger d'un point de vue hygiène, d'un point de vue aussi choix alimentaire, parce que peut-être que t'aimes pas du tout t'aimes pas du tout la nourriture asiatique, les sushis, les choses comme ça, t'aimes pas, alors que tu vas en Asie, parce que t'as une compétition là-bas. Mais du coup, vu qu'il y a beaucoup d'aliments d'Asie que tu n'aimes pas, ou que tu penses ne pas aimer, parce qu'évidemment tu peux toujours regoûter, et il faut que tu t'adaptes. Et en fait, c'est cette adaptation qu'il faut absolument prévoir parce que il faut que tu puisses quand même avoir une alimentation qui est adaptée par rapport à tes besoins, que tu manges assez de protéines, assez d'énergie, que tu t'hydrates assez, etc. Et ça nécessite quand même de la préparation. Donc je dirais que c'est important de garder en tête que chaque athlète a ses propres préférences alimentaires et du coup, il faut pas forcément que tu manges comme tes camarades de la même manière. Peut-être que toi, tu as besoin de certains nutriments, mais du coup, vu que t'aimes pas certains aliments, il faut que tu manges d'autres aliments. Mais sauf qu'il faut que tu saches à l'avance où est-ce que tu peux trouver ces aliments-là dans le pays où tu vas, parce que c'est pas pareil et notamment c'est une grosse différence de culture. Donc, je dirais que ce sont des points qui paraissent assez bateaux, mais c'est super important. En fait, c'est pas le genre de choses qu'on voit dans les études scientifiques, etc. Mais quand on est sur le terrain, on sait que ça se passe et c'est ça des fois qui pose le plus de problèmes. C'est juste le changement culturel, le changement des habitudes alimentaires qui nécessite de s'adapter parce que par exemple si on a si on a quelqu'un qui est intolérant au gluten, qui est végétalien, un athlète qui est végétalien, intolérant au gluten, des choses comme ça, forcément il faut savoir à l'avance comment est-ce que tu vas faire à destination pour continuer cette alimentation là qui est super importante pour l'athlète pour qu'il puisse bien performer et pour son bien-être aussi à lui selon ses principes et autres. Comment tu vas faire pour continuer ça même dans un pays qui est totalement différent et que tu connais pas. Et c'est pour ça que c'est important de te renseigner, de savoir où tu vas, savoir les endroits où c'est safe, pas trop problématique d'un point de vue hygiène, les endroits où tu peux aller acheter tes aliments. Penser à acheter des aliments très riches en anti-inflammatoires, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, il faut vraiment garder les apports. Je sais que dans certains pays, ça peut être compliqué et parfois par la flemme un peu de manger frais, on a tendance à négliger les fruits et légumes. C'est une grosse erreur parce que du coup, on n'a pas les antioxydants et vu qu'il y a en plus un gros risque de maladie, les deux combinés font que forcément il y a encore plus un risque de maladie du coup. Donc voilà, c'était un peu les derniers points que je voulais dire, un peu plus le côté pratique.
Évidemment, c'est compliqué sans aucun contexte de donner des réponses précises. C'est-à-dire que si tu vas dans un pays d'Asie, c'est pas la même chose que si tu vas aux États-Unis, c'est pas la même chose que si tu vas au Brésil, c'est pas la même chose si tu vas en Afrique. Donc ça dépend de beaucoup de choses, mais évidemment, si tu souhaites être accompagné pour tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés. C'est le lien dans la description de l'épisode. J'espère sinon que ça t'aura plu, que j'ai été suffisamment précis. J'ai essayé de donner un peu les principales choses. C'est encore une fois un sujet qui n'est pas trop recherché encore. On ne sait pas encore tout. Donc si j'ai de nouvelles informations très intéressantes d'ici quelques mois, voire quelques années, évidemment, je referai un épisode dessus, 2 podcasts pour en reparler. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à noter l'épisode et à m'envoyer un message si tu es intéressé par mes suivis. Et on se dit à la prochaine. Ciao.